Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être au rendez-vous de New World Forum qui vous propose tout de suite la photographie politique de la journée de samedi au Togo. À nouveau, les opposants sont descendus très nombreux dans les rues de Lomé pour protester contre le régime du président Faure Gnassingbé, le chef de l'État togolais qui, lui, présidait le même jour le sommet des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, à Abuja au Nigeria. La CEDEAO qui a exprimé à l'issue du sommet sa préoccupation face à la tension politique persistante au Togo. Tension politique statu quo en interrogation, c'est le thème de notre émission du jour en première partie. Et notre invité, Laurent Laté, est dans Lawson. Monsieur Lawson, bonjour. Bonjour. Oui, je rappelle que vous êtes le premier secrétaire du Parti social-démocrate du Togo, PSDT. Oui. Vous êtes togolais, suédois. Et merci. donc, vous allez partager avec nous la lecture de votre parti politique par rapport à l'actualité politique. Merci. Alors, ça fait quand même 4 mois que la tension a pris une nouvelle tournure. Est-ce que vous comprenez l'enlisement politique? Pourquoi les choses mettent tant de temps à se régler? Non, mais je vous remercie d'abord pour m'avoir invité. Je ne peux pas vraiment vous dire ce qui se passe, sinon je veux comprendre moi-même si vraiment cette situation a besoin d'être ainsi. Il y a de cela 4 mois que nous tournons autour de certaines choses et que nous n'aboutissons jusqu'ici, nous n'aboutissons jamais à un résultat qui peut au moins donner la joie au peuple togolais. Là, je suis aussi en train de chercher. Et si nous parlons d'enlisement, je ne sais pas où commencer et où finir. Mais de toute façon, on va trouver. Ça veut dire que vous êtes optimiste sans comprendre les fondements de... Non, vous savez, oui, je ne suis pas optimiste. Mais ce qui est sûr, c'est que nous allons arriver à une situation ou bien à un résultat qui va profiter tout le monde. Mais l'enlisement de la situation aujourd'hui, on ne peut pas le définir, sincèrement. Nous savons que nous avons un problème. Nous savons que nous sommes en train de vouloir de vouloir développer notre pays, que ce soit économiquement comme démocratiquement. Nous savons le problème qui se pose. Nous savons que nous voulons l'alternance. Nous le voulons. Mais jusque-là, ce qui se passe et ce qui se trouve au fond de la chose, je ne pense pas que nous connaissons tous, même ceux qui aujourd'hui sont au pouvoir. Donc c'est ce que nous allons débattre ensemble aussi. Vu de l'extérieur, est-ce que la situation, vous avez la chance de vivre en Suède et d'avoir un regard sur la situation politique au Togo, est-ce que c'est la même chose que vous voyez de l'extérieur et depuis que vous êtes rentré? Non, vous savez, je pense aussi que ce qui se passe ici au Togo, l'extérieur est très intéressé. Ils sont en train de nous suivre de près, de voir ce que ça va donner, ce que ça va accoucher comme bébé. J'étais ici en août-septembre, pendant le temps des mouvements aussi, j'ai été saisi par... les responsables du pouvoir en Suède pour savoir vraiment ce qui se passe et qu'ils sont. Et il y a beaucoup d'inquiétudes autour de la situation au Togo. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux leur expliquer un peu? J'ai pu quand même dire ce que alors, donc, même si vous ne comprenez pas, même si je ne comprenais pas le fond des choses, j'ai quand même dit ce que je connais, ce que je vois. Alors, quitte à eux maintenant aussi de voir comment est-ce qu'ils peuvent nous venir en aide pour trouver une solution à cette situation. Sinon, tout le monde suit de près ce qui se passe au Togo, à l'extérieur. Et c'est devenu vraiment, chaque matin, quand nous ouvrons la radio France Inter et puis certaines télévisions, on en parle. L'international en parle. Mais certains nous disent que, vu de l'extérieur, on a l'impression que la situation au Togo est plus grave que ceux qui sont à l'intérieur. Est-ce que vous... Effectivement, c'est ce que nous publions. Ça fait que, bon, à l'extérieur, on n'a plus peur. Ce que nous publions, c'est nous voyons les réseaux sociaux. Et tout ce que nous envoyons sur les réseaux sociaux, tout ce que les radios
qui sont du côté, en toute sincérité, du côté de l'opposition, qui veulent vraiment que les choses changent au Togo. Quand ils montent au créneau, alors ça fait peur. Ça fait peur plus qu'au Togo, parce que c'est comme au Togo, il y a quelque chose. Mais en venant au Togo, on voit toujours les Togolais qui rient. On voit certains Togolais quand même qui sont en joie et certains qui protestent. C'est vrai, la protestation des deux ou des 3 jours que j'ai suivis quand je suis revenu, pourtant il y a protestation, mais pourtant il y a des Togolais qui vivent. Alors, mais à l'extérieur, la façon dont nous voyons les choses, c'est vraiment... Ça veut dire que la presse, les réseaux sociaux ne donnent pas la juste mesure de ce qui se passe? Ah non, je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire ça. Vous savez que les commentaires, ça dépend. Ceux qui sont sur les terrains, par exemple, ceux qui suivent les événements, ils commentent ce qu'ils ont vu. Donc, comme nous, on n'est pas là, c'est-à-dire l'extérieur n'est pas là pour voir... On pense que c'est tout le monde, c'est les 7 millions d'habitants qui sont dans cette situation. Sinon, je pense que c'est vrai, c'est sérieux ce qui se passe. C'est sérieux ce qui se passe. Mais toutefois, à l'extérieur, ça laisse à désirer. Et cela fait aussi que cette peur fait que certaines personnes, ou bien les opérateurs économiques, craignent de venir au Togo en cette période-ci. De même que certains touristes. Ah oui, certains touristes, ça c'est clair, ils ne peuvent pas venir. Ils ne veulent pas. Mais vous avez fait Moi, c'est mon pays. Donc, je viens, c'est mon pays. Sinon, je n'ai pas le choix. Qu'est-ce qui explique, selon vous, cette radicalisation des deux positions? Parce que quand on voit les deux lignes, la majorité et l'opposition, depuis 4 mois, les lignes n'ont pas vraiment beaucoup bougé. Est-ce que vraiment il y a le bon vouloir de rentrer en discussion, c'est-à-dire d'aller à une table de négociation? C'est ça ce que moi je veux savoir. Quand il n'y a pas de bon vouloir, on va toujours parler du blocage des négociations. Je pense que c'est ça. Sinon, il y a question de méfiance. Le pouvoir qui peut-être se méfie de l'opposition et l'opposition qui se méfie du pouvoir parce que le langage, c'est qu'on les connaît, on sait qui ils sont. On a discuté plusieurs fois, ce n'est pas une fois, 2 fois, 3 fois ou 4 fois. Bon, les choses sont restées en tant que telles. Alors, est-ce qu'il faut encore aller à une table de négociation? Est-ce que ça va apporter quelque chose? Quel sera le résultat? Alors, quand nous voyons tout ça, je pense qu'il y a des raisons. Mais nous devons normalement ne pas nous canter sur le passé. Il faut parler du présent et penser au futur. Donc, c'est le présent qui fait le futur. Le passé ne fait jamais le futur. Le passé n'est que le passé et sur quoi nous pouvons quand même retourner et voir et apprendre du passé pour que le présent puisse nous donner un bon futur. Alors, je pense que nous devons, au fait, laisser de côté la méfiance pour pouvoir aller de l'avant. Dire que les lignes n'ont pas tout à fait bougé, c'est quand même un peu trop dit, puisqu'il y a des tentatives de dialogue, la médiation ghanéenne et guinéenne était à l'œuvre. On a vu également récemment que le gouvernement a pris certaines mesures dites d'apaisement en procédant à la libération de certains détenus à l'issue des... Moi, je pense même qu'on n'a pas... sincèrement, s'il y a une franchise et s'il n'y a pas de méfiance, s'il y a une croyance, on n'a même pas besoin de tout ça pour décanter la situation. Mais la situation décantée peut vraiment donner la confiance de libérer ces détenus. Malgré la libération des détenus, moi je ne pense pas que vraiment c'est une raison qui amène l'opposition à la table de négociation. Je pense aussi que l'opposition d'aller à la table de négociation n'a vraiment pas besoin de ces libérations, de ces prisonniers avant d'aller à la table de négociation. C'est une question de confiance. S'il n'y a pas de confiance, on peut tout faire, la table de négociation ne sera pas organisée. Oui, donc pour vous, qu'est-ce qui peut amener la confiance? Qu'est-ce qui peut faire germer cette confiance entre les acteurs? Non, je pense que la confiance, ça doit venir du pouvoir. Sincèrement, ça va venir du pouvoir. C'est eux qui, aujourd'hui, incarnent la reine de la nation. Donc tout ce qui peut marcher dans ce pays, tout ce qui peut aller de l'avant dans ce pays, doit venir quand même du pouvoir. Maintenant, comment? C'est ça le problème.
Comment? Parce quels sont les actes concrets que le pouvoir peut poser aujourd'hui pour inspirer confiance? Non, mais c'est à eux, hein. C'est parce que nous, on ne peut jamais dire les actes qu'ils vont poser de façon à ce que nous puissions accepter la table de négociation. Sinon, ce que je dis, c'est que le pouvoir a tous les moyens, a toute la possibilité d'aller vers l'opposition, de faire comprendre à l'opposition vraiment de leur confiance, hein, leur vérité, leur sincérité. Mais je nous dis aussi quelque part que ce n'est pas facile non plus. Et c'est pour cela que je peux nous dire aussi, en tant qu'opposition, de croire un peu, un tout petit peu, et d'entamer et de voir ce que ça va nous donner. Sinon, perdurer aussi dans cette situation n'avance pas le pays non plus. En tout cas, sur ces mesures récentes, dites de confiance, mesures prises par le gouvernement en vue de l'ouverture du dialogue politique, on va recueillir l'avis de deux citoyens de la société civile. Yaya Assadou Kolani, il est anthropologue, président de l'association des cadres musulmans du Togo. Avec lui, Marcelin Amana, il est acteur de la société civile également, président de l'association d'appui de développement aux œuvres du président Faure Gnassingbé. Nous les écoutons, nous revenons pour la suite de notre discussion. Le gouvernement a pris un certain nombre de dispositions. On a libéré certaines personnes qui étaient arrêtées, notamment les imams, certains détenus qui étaient jugés condamnés. On a restitué certains engins des manifestants qui étaient ramassés sur le lieu de manifestation. Je crois que tout cela s'est encouragé. Nous encourageons le gouvernement à continuer parce que jusqu'à la date d'aujourd'hui, il y a encore d'autres personnes qui sont détenues. La coalition demande à ce qu'on puisse libérer tous ces gens-là pour qu'on puisse vraiment avoir un certain climat serein pour pouvoir aller au dialogue. Donc, d'abord, ce qui a été déjà fait par le gouvernement, nous tenons à féliciter le gouvernement et à l'encourager à aller jusqu'au bout dans sa logique de libération et de restituer tout ce qui était au départ dans cet état pour que le dialogue, pour donner beaucoup plus de chances de réussite ou bien de succès à ce dialogue-là. Quand on parle de dialogue, c'est pour dire qu'il y a une situation, il y a deux parties en face, l'un contre l'autre, les gens discutent et on pense que c'est un dialogue de sourds. Personne ne veut entendre l'autre, chacun est foncé dans sa logique et il aimerait aller jusqu'au bout. C'est pourquoi on parle de dialogue. Et dans ce sens, quand on parle de dialogue, il faut forcément une troisième partie, ou bien une troisième personne pour venir contribuer à ce que les gens puissent vraiment s'écouter. Alors, si un dialogue doit être entamé, je crois que ce que nous attendons, c'est-à-dire que en tant qu'organisation de la société civile, ce que nous attendons, qu'il y ait vraiment beaucoup plus de sincérité, qu'il n'y ait pas d'agenda caché. Vous savez, les politiciens, parfois, on montre une face alors que de l'autre côté, il y a d'autres aspects qu'on n'expose pas. Donc, ce que nous nous demandons, qu'il y ait beaucoup plus de sincérité dans ces débats-là, que ce dialogue ne soit pas un dialogue de trop. Parce que, à en croire les membres de l'opposition, je crois qu'on a fait plus de 20 dialogues et il y a beaucoup d'accords qui ont été déjà signés qu'on ne respecte pas. Ce que nous attendons de ce dialogue, c'est vrai qu'il y a déjà des médiateurs, des présidents du Ghana et de Guinée qui s'impliquent déjà. Et nous les encourageons à aller à travailler dans ce sens-là. Mais ce que nous demandons aux partis, je dirais en conflit ou bien en crise, c'est d'être vraiment beaucoup plus clair sur les termes du dialogue qui va, ou bien de l'accord qui va sortir. Parce que si on a on peut avoir un bon médiateur, mais si à la fin on n'accepte pas mettre en exécution les termes, les conclusions du dialogue ou bien de l'accord, ça n'aurait servi à rien. Je pense
qu'il reste maintenant à l'opposition de faire sa participation en balisant la voie à la tenue du dialogue. Vous-même, vous suivez même. Maintenant, la marche n'est plus comme avant. Les familles sont contentes de tout ce que le gouvernement est en train de... Du moment où, depuis, on a demandé qu'on libère, les imams ont fait, on fasse ceci, et le gouvernement a fait. Il revient maintenant à l'opposition vraiment de mettre de l'eau dans son vin, parce que la consultation, c'est au gouvernement de le faire. Et c'est le gouvernement qui a convoqué le dialogue. Et c'est le gouvernement qui doit savoir aussi qui doit participer et comment ça doit se terminer. Comment ça doit se terminer, comment préparer et qui doit participer. C'est le gouvernement qui doit faire ça, puisque c'est lui qui a convoqué le dialogue. Donc derrière ça, il faut comprendre que l'opposition, il reste maintenant à l'opposition de faire sa partition. L'opposition pense à l'avenir de demain, parce que demain, si quelque part on calcule les mesures d'apaisement que le gouvernement est en train de prôner, même un enfant de CP1 dira que maintenant l'opposition n'a qu'à essayer. On sort, on marche 3 fois dans la semaine. Maintenant, marchons une seule fois et allons-y discuter. Ou bien, on nous consulte et nos avis, nos observations. Et maintenant, voilà ceci et cela. Et si cela n'a pas été le cas, autour de la table, on sentira, puisque chacun reçoit le coup. Chacun est conscient. Eux-mêmes, ils savent que ce qu'ils font, ce n'est pas ça. Mais qu'il faut aller au dialogue. On ne peut pas rester quelque part dire que nous allons, nous ne sommes pas allés. Il faut aller. Voilà, les avis des deux acteurs de la société civile. Nous revenons à vous, Laurent Laté-Lansson. Ce qui surprend un peu aussi, c'est qu'au plan interne, il n'y a pas eu beaucoup de mécanismes de médiation des leaders d'opinion qui puissent s'imposer aux deux parties. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique cette faiblesse-là? Non, je pense que je reviens encore pour dire une question de manque de confiance, la méfiance qui fait que même à l'intérieur, quand nous parlons de dialogue, nous parlons de négociation, ceux qui doivent s'impliquer dans ces négociations, eux-mêmes, ils ont peur. Tout le monde a peur parce que on ne sait pas de comment est-ce qu'on va te traiter demain, ce qu'on dira de toi demain, et ceux avec qui on a traité, l'opposition qui ne veut rien laisser, le pouvoir qui aussi a fini, parce que au fait, quand on a trop duré au pouvoir, on finit par ne plus avoir d'idées. Et donc tout ça, ça fait que qui est-ce qui, à l'intérieur aujourd'hui, va aller faire cette médiation-là? C'est ça le problème. Oui, mais je pense que certains se sont prononcés, certains se sont bien prononcés. Mais si ceux-là, on n'arrive même pas encore à appeler leur nom ou bien à dire, ok, vous allez le faire, je pense que quelque part, nous devons, en tant que Togolais, laisser de côté nos égos pour qu'on puisse aller de l'avant. Aujourd'hui, tout à l'heure, oui, et c'est vrai, le président ou bien le pouvoir a libéré des gens qui étaient arrêtés, jugés et puis emprisonnés. Mais moi, quelque part, je me dis aussi, ce ne sont pas des solutions. Ce n'est même pas quelque chose qu'il fallait faire. Vous savez, quand vous êtes un pouvoir et vous arrêtez des gens, des manifestants, ou bien quelqu'un qui a causé quelque chose, jugé et emprisonné, on ne peut même pas les libérer si la rue grogne. Je regrette. Je regrette. Pour des politiques à viser, demain, la même chose va se répéter. Demain, la même chose. Où se trouve alors le droit? Les juges n'ont qu'à faire leur travail
le gouvernement n'a qu'à faire son travail, l'opposition n'a qu'à faire ses protestations, mais toutefois dire de libérer des gens sous des conditions, je ne pense pas que c'est une bonne chose, mais c'est fait et c'est bien. C'est tout le pouvoir le fait pour apaiser la situation. Ok, mais si nous rentrons vraiment en politique ou bien nous allons vers le droit, c'est pas une bonne chose. Parce que demain, quand moi-même je serai au pouvoir, quand on va commencer à m'imposer de libérer des gens que je vais libérer, je ne pense pas que c'est ça qui va amener à un dialogue. Alors, oui, le dialogue, maintenant, nous connaissons le problème au Togo. Quelque part, peut-être que parmi les détenus, il y a des innocents. Il faut revoir la justice. Il faut revoir le jugement. Et c'est ce qui se fait. Il faut revoir le jugement. Ne pas dire qu'il faut libérer les gens. Il faut rejuger les gens. Il faut refaire le jugement et que la vérité sorte. Et quand on est là, la vérité, on libère. Et là, maintenant, l'État est responsable de régler ce problème. Parce que quand vous arrêtez quelqu'un innocemment, alors là, vous allez faire quoi? Vous allez dédommager celui-là que vous avez arrêté innocemment. Est-ce qu'il y a dédommagement? Est-ce qu'il y aura dédommagement? Je pense qu'il y a beaucoup de choses derrière tout ce que nous sommes en train de faire qui... Bon, ça c'est pas clair. Mais toutefois, si c'est pour apaiser une situation, je pense que c'est bien. On accepte. Maintenant, il faut que nous aussi, de notre côté, nous comprenions un peu de façon à ce que ce pays marche. Le pays est bloqué complètement. Mais bloqué complètement, c'est peut-être trop dit. Le Togo tourne. Le Togo tourne. Le Togo ne tourne pas. Vous savez, des millions, des milliards que nous perdons pendant 2 jours de grève, jours ouvrables. Ben non, on perd de l'argent. Oui, on perd de l'argent. Est-ce que c'est excessif alors de dire que ça, le pays ne tourne pas? Non, mais un pays qui tourne ne marche pas. Mais ce n'est pas la faute non plus de l'opposition seule, c'est la faute du pouvoir. Vous savez, quand les banques s'ouvrent et travaillent, quand les banques sont en train de travailler, les hommes d'affaires sont en train de courir de gauche à droite dans les pays, pendant ces heures, nous marchons. Mais c'est ridicule. Mais ce n'est pas notre faute. Ce n'est pas la faute de l'opposition. C'est que l'opposition manifeste ses dégoûts contre le pouvoir. Maintenant, le pouvoir n'a qu'à trouver une solution, une porte de sortie pour que ça s'arrête. Et nous devons trouver une porte de solution. C'est normal. C'est-à-dire que le pouvoir n'est pas le seul à trouver la solution. Nous aussi, de notre côté, nous sommes appelés à trouver la solution. Mais c'est que nous ne savons pas où passer. Oui, je vous retourne la question. Est-ce qu'on ne manque pas d'autorité morale très forte qui puisse en imposer à tout le monde? Je pense que au Bénin, si ça chauffe de temps en temps, les anciens présidents sortent du bois pour venir calmer tout le monde. Est-ce que le Togo manque de ces types d'autorité, ou bien il y en a qui ne font pas le... Vous savez, nous avons un pays spécial. Tous ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ou qui continuent encore de diriger ce pays pendant 50 ans, qu'est-ce que vous voulez? Où est-ce que vous allez trouver quelqu'un qui va peser dans la balance au Togo pour ça? Parce que tous sont aux côtés du pouvoir. Vous parlez maintenant des hommes passés du Bénin et de Burkina Faso et autres. C'est parce que ces gens sont devenus quoi? Des sages du pays. Nous, on n'a pas de sages. Oui, comment vous pouvez dire qu'on n'a pas de sages? Mais qui sont ces sages? Non, je veux être franc. Il ne faut pas qu'on se fâche contre moi. Parce qu'on n'a pas de sages. Avant d'être sage, il ne faut pas être du côté ni du pouvoir, ni de l'opposition. Soit tu es du côté de l'opposition, soit tu es du côté du pouvoir, et nous voulons parler de sages. Donc tu peux être sage pour l'opposition quand tu es du côté de l'opposition, et tu es sage pour le pouvoir parce que tu es du côté du pouvoir. Mais un sage national ne doit pas être, c'est-à-dire quelqu'un d'un côté. Et c'est pour cela que autour de ce plateau, je disais que j'ai condamné, ou bien j'avais condamné la sortie justement de l'Église catholique. De l'Église catholique en ce temps-là, que j'aurais aimé que l'Église soit une balance, de ne pas se pencher de tel côté ni de tel côté. Il doit représenter le milieu de la balance. C'est la même chose quand on veut être un sage. Nous avons des sages en âge, nous avons des sages en idée, mais on n'a pas de sages
balance. Voilà, je les appelle sages balance. On n'en a pas. On n'en a pas, c'est tout. Alors maintenant, nous serons obligés d'aller chercher des gens à l'extérieur, ce que moi je condamne. Parce que je dis souvent, est-ce qu'on n'est pas mûr pour qu'ensemble, personnellement dans notre pays, pour qu'ensemble, qu'on puisse trouver des solutions à nos problèmes? Mais nous sommes assez grands. Nous sommes assez grands. Nous pouvons le faire. Mais est-ce qu'on veut le faire? C'est ça qui nous manque aussi. Et comment voyez-vous l'implication de la communauté internationale pour une sortie de crise? On a vu au début, il y a eu quelques communiqués des Nations Unies, la CEDEAO, avec ces médiations. Trouvez-vous cette implication suffisante? Non, mais je pense qu'à un moment donné, l'opinion internationale, ou bien ceux-là que vous appelez, voilà, l'opinion internationale, ils sont fatigués de nous. C'est ce que moi je dis quelque part. Ils sont fatigués de nous parce que ce problème togolais est sur la table, ça fait des années. Finalement, on finira par comparer le problème togolais au problème dans les pays du Nord, c'est-à-dire les Arabes, les problèmes avec l'Israël et puis la Palestine, Syrie et autres là. Finalement, on va à ce niveau. Parce que la Palestine, que j'ai dit, qu'ils ont formé des enfants qui ne font que jeter des pierres matin, midi, soir, et nous au Togo, nous voulons former alors la jeunesse, la jeunesse marchande, qui matin, midi, soir va dans les rues pour marcher et revenir à la maison et demain répète. Je pense que c'est là où nous sommes en train d'aller. Sinon, je ne pense pas que c'est une bonne chose. Du tout. Oui, mais ce que vous dites, c'est inquiétant. Non, mais si je dis que ce n'est pas une bonne chose, c'est vraiment inquiétant. C'est inquiétant pour l'avenir de ce pays. Parce que ça va se répéter quand nous serons au pouvoir un jour. Nous aurons la même chose va se passer sur nous. Parce que c'est comme on est en train de planter des arbres qui vont pousser. Et demain, quand nous serons là, ces arbres aussi vont commencer par tomber et par nous créer des problèmes. Et donc vous pensez que ce n'est pas lassitude, que la communauté internationale ne s'est pas davantage impliquée dans la résolution? Ils sont fatigués de nous. Les gars sont fatigués de nous. On ne les accepte pas, on les rejette, que ce soit du côté du pouvoir, que ce soit du côté de l'opposition. Et encore, nous pensons que l'international, c'est des fonctionnaires que nous utilisons et que c'est ce que nous voulons, qu'on va les dicter. Et puis, vous savez, quand nous parlons de l'international, quand on est au pouvoir, on a plus de force sur l'international que quand on est à l'opposition. C'est dommage. Nous, opposition, nous, on n'a pas de force sur l'international. Mais c'est le pouvoir parce qu'ils sont ceux qui payent l'international. C'est nos cotisations. Et qui sont les responsables de ces cotisations? Ce sont les gouvernants. Donc, quelque part aussi, pour moi, je dis souvent, je ne compte pas sur l'international. Je compte sur l'international quand nous parlons de la globalisation commerciale. Quand nous parlons de la globalisation économique, là, je suis pour. Mais quand nous allons parler maintenant de la globalisation politique, c'est là où ils ont leur intérêt. Sur ceux qui pensent se pencher, c'est là où ils se penchent. Donc, quelque part, le Togo, vous savez, ça fait très longtemps l'histoire du Togo. Ça fait très longtemps que l'international rentre dans cette histoire du Togo. Le résultat, on n'a jamais eu de résultat. On n'a jamais eu de résultats, ce n'est pas aujourd'hui. Si c'est qu'au moins pas le passé ou une seule fois, on a un bon résultat, on dirait, bon voilà, l'international peut s'impliquer et nous donner un bon résultat. Mais cela ne signifie pas qu'il faut que nous rejetons aussi l'international. Oui. Si nous propose des idées de dialogue. En tout cas, la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a montré son intérêt pour cette crise au Togo. Elle a d'ailleurs été évoquée encore lors du dernier sommet de la CEDEAO qui s'est tenu à Abuja, c'est samedi dernier. La CEDEAO a exprimé sa préoccupation face à la tension politique persistante dans le pays et a salué tous les efforts déployés pour calmer la situation, en particulier ceux du gouvernement togolais, afin de garantir un environnement propice à un dialogue national ouvert. La CEDEAO a pris l'engagement d'accompagner encore le Togo à trouver le bout du tunnel. Qu'est-ce qui vous fait soupirer? Non, c'est-à-dire que quand nous parlons de la CEDEAO c'est qui? C'est nous. La CEDEAO, c'est le cercle de la loge des chefs d'État. Et encore en plus, aujourd'hui, le président de la CEDEAO, c'est qui? C'est le président du Togo.
Ça veut dire quoi? Vous êtes sceptique? Alors, non, je nous dis quelque part, c'est une loge des chefs d'État. Ce serait très difficile que des chefs d'État se prononcent contre un chef d'État. Nous entendons les gens dire que tel chef d'État dit ça à fort, chef d'État dit ça à fort. Vous étiez là quand? Ça, c'est des inventions. Quand les gars se retrouvent entre eux, ils se disent ce qui se dit. Qui va aller dire à un autre chef d'État, toi, quitte le pouvoir? Tu as trop duré, quitte le pouvoir. Qui va aller dire ça à quelqu'un? Bon, aujourd'hui, là, vous parlez que le gouvernement fait beaucoup d'efforts. N'est-ce pas? Oui, c'est le communiqué. Oui, c'est le communiqué, c'est ça. Alors, saluer les efforts. Alors, le gouvernement peut faire encore plus d'efforts que ça. Je pense. Mais je ne sais pas. Mais je pense. Ce n'est pas libérer, je dis, ce n'est pas libérer. Est-ce que d'abord, le gouvernement a déjà commencé même? Est-ce que le gouvernement a donné la date des négociations? La date de dialogue? En tout cas, c'est quand la date de dialogue? Dans une interview publiée par Jeune Afrique ce week-end, ce dimanche. Est-ce que c'est Jeune Afrique qui va nous dire la date de dialogue du Togo? Ils ont interrogé le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, qui a estimé que avant le début de la nouvelle année, le dialogue va s'ouvrir. Mais ça ne veut pas dire une date. Ça ne veut pas dire une date. Parce qu'il faut d'abord convoquer, lancer une date, envoyer des lettres, et les gens vont commencer à se préparer. Parce qu'aller autour d'une table de négociation, on ne va pas les mains vides. On va avec des documents. C'est vrai. L'opposition a des exigences. Le pouvoir aussi aura ses exigences. Et autour de cette table de dialogue, chacun va poser ses exigences sur la table. Eh bien, à ce moment, nous allons voir ce qui va se passer. Et dans ces exigences, chacun cherchera aussi à réduire un peu ses exigences, à mettre de l'eau dans son vin. Et là, nous allons vers un consensus. Mais aujourd'hui, on n'a pas de date, on n'a rien. Mais on ne fait que dire qu'il y a dialogue. On n'a même pas convoqué encore les partis politiques. Est-ce que vous voyez? Bon, quelque part, ça ne fait que... Moi, je pense que c'est ça d'ailleurs. Il faut convoquer, il faut dire une date et convoquer. Et en ce temps, l'opposition qui est là maintenant dit, OK, comme nous avons une date, nous allons prendre tout le temps pour prendre nos documents avec lesquels nous irons à la table de dialogue, à la table de négociation. Mais ils ne savent rien et ils vont... C'est ça d'ailleurs qui fait que l'opposition n'arrête pas ses marches, ses protestations. Puisqu'il n'y a pas de date de négociation. Tout le monde semble reconnaître les vertus du dialogue, mais qu'est-ce qui explique cette tergiversation, cette forme de... pourquoi les choses ne commencent pas? Mais pourquoi les choses ne... C'est au côté du pouvoir, moi je pense. C'est pour cela que je disais tout à l'heure que si c'est que le pouvoir donnait une date de négociation, d'abord, la date de négociation peut aussi être négociée, peut aussi se négocier. L'opposition qui dit, bon, cette date ne nous convient pas. Bon, est-ce qu'on peut aller à telle date? Et ça aussi, c'est des arrangements. Et en consensus, on arrête toute une date. Et là, maintenant, on sait que telle date, nous aurons quoi faire. Et puis maintenant, quand on nous parle de la date de négociation, de dialogue, qui est la personne qui va diriger ce dialogue? C'est qui? Tout ça, là, on doit le dire d'avance. On doit connaître tout ça d'avance. Et même qui doivent se retrouver autour de la table de négociation, selon vous? Ah, là, je pense que c'est une question, c'est une très belle question. D'abord, je donne priorité aux partis politiques qui sont au Parlement. Et après ces partis politiques au Parlement, il faut revoir les partis politiques extra-parlementaires et maintenant les inviter par cooptation de faire partir du dialogue. Mais qui copte qui? Qui copte qui? Ah ben, il faut avoir... Bon, c'est une belle question, mais toutefois, vous savez, le pouvoir est toujours... le pouvoir doit quand même coopter, sinon on peut demander à l'Assemblée nationale que ça soit voté à l'Assemblée nationale, parce que l'Assemblée nationale, c'est une institution forte de notre nation. D'ailleurs, c'est là où on vote les lois et autres. Donc, ils peuvent voter ceux qui sont cooptés. Et ils peuvent regarder les cooptés, ils sont là. C'est leur travail, ils peuvent le faire. Moi, je pense qu'il faut trouver une solution de façon à satisfaire tout le monde. Mais bon, aujourd'hui, on nous dit les 14 qui sont dans les rues. Tout le monde peut se mettre dans les rues. Hein. Tous les partis d'opposition
ou bien même les partis politiques qu'ils veulent, si quelqu'un veut aller à une table de négociation, le faire. Bon, je pense que là aussi... Est-ce que le dialogue ne doit pas concerner principalement ceux qui ont soulevé ce mouvement? Je regrette parce que ils ne sont pas les seuls qui sont opposés à ce régime. Il y en a plein qui sont opposés à ce régime. Mais les autres ne se sont pas fait entendre. Mais non, on n'a pas besoin d'aller dans les rues pour se faire entendre. On peut se faire entendre d'une façon ou d'une autre. Et c'est ce que fait le PSDT d'ailleurs. On a dit on supporte. Ceux qui sont dans les rues, on les accepte. On est avec eux. Mais on ne va pas faire la même chose. Non, c'est pas ça. Pensez-vous qu'on en serait aujourd'hui à parler de l'ouverture d'un dialogue s'il n'y avait pas... Gilles, vous savez, il y a des pays où il y a plus de crises que ça, mais on n'est pas obligé dans les rues pour demander ou bien pour avoir des dialogues. Dialogue politique se fait entre les hommes politiques. Voilà. S'il y a dialogue avec les organisations civiles, c'est autre chose. Moi, j'ai déjà dit ici que ce qui se passe, c'est quoi? C'est la société civile qui se retrouve dans les rues. Et pendant que la société civile se retrouve dans les rues et réclame, les hommes politiques ou bien les politiques bien avisés restent ensemble pour discuter, pour chercher une solution. C'est là le moment aujourd'hui que les politiques doivent maintenant se retrouver. Le pouvoir et l'opposition politique se retrouvent pour trouver de vraies réponses à la crise que le Togo vit aujourd'hui et surtout de faire montrer au pouvoir que ce qui se passe dans les rues peut toutefois continuer si nous, hommes politiques, on ne trouve pas de solution. C'est pour cela que nous sommes dit au PSDT, ne sommes pas appelés à aller dans les rues, mais nous sommes appelés à discuter, à débattre et à trouver des solutions pour la crise de la société civile. Tout le monde, ça ne va pas faire confusion dans la mesure où... Non, je ne dis pas... Dans la rue, on connaît leurs revendications, elles sont précises. Maintenant, les autres... Est-ce que vous pensez que les autres n'ont pas d'idée? C'est pour cela que je dis de coopter. C'est ça, c'est pour ça que je dis qu'il faut coopter au moins ceux qui ne sont pas dans les 14 aussi pour assister. Et je ne rejette pas que les 14 ne vont pas aller au dialogue. Et vous par exemple, au PSDT, qu'est-ce que vous réclamez? Qu'est-ce que nous réclamons? Oui, dans un dialogue à venir, par exemple, quelles sont les idées que vous allez verser à ce dialogue? De nouvelles idées, plus ce qui aujourd'hui, les gens, nous avons sur la table. Parce que nous sommes pour tout ce qui est sur la table. Nous sommes pour... la demande, c'est-à-dire les élections à 2 tours, et la limitation du mandat. Le vote de la diaspora aussi. Le vote de la diaspora, c'est une bonne chose. Mais ce que je dis, si on veut le faire, on n'a qu'à le faire. Mais pour nous, c'est quoi? Est-ce qu'on est bien avisé pour faire ce vote-là? Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, demain, c'est l'opposition qui va mettre le doigt dans la bouche. Parce que à l'extérieur, on n'a pas le poids, on ne fait pas ce poids. Ce ne sont pas parce qu'on est dans les rues, à l'extérieur, que nous sommes dans les rues, que nous avons plus de poids. Ceux qui ne sont pas dans les rues ont plus de poids que nous. Et eux, ils ont plus de chances à encore se faire voter à l'extérieur que nous. Alors c'est là où moi je dis, à un moment donné, il faut qu'on se retire, qu'on réfléchisse, qu'on s'organise pour savoir qu'est-ce que nous avons comme électorat même à l'extérieur. Est-ce que nous le savons aujourd'hui? On ne sait rien. On ne connaît pas l'électorat de l'opposition à l'extérieur. Ce ne sont pas ceux qui protestent, qui vont dans les rues à l'extérieur seulement, qui sont des Togolais. Vous savez le nombre de Togolais qui sont à l'extérieur, il y en a plein. C'est ça le problème. Et quelles sont les nouvelles idées que vous pourriez verser dans la corbeille du dialogue si éventuellement on vous copte pour cette discussion? On va terminer sur cette question. Non, nous avons toujours parlé de la retraite. Parce que si nous voyons ce qui se passe au Togo, vraiment c'est triste. J'ai dit sur ce plateau, vous savez, un retraité qui gagne 10 000 francs à la fin du mois, moi je pense qu'on ne va pas aller dans un dialogue et ressortir sans faire sortir les choses sérieuses. Nous l'avons toujours dit. Les élections à 2 tours et autres là, c'est une très bonne chose, mais il y a ce qui préoccupe vraiment les Togolais. Si même moi je deviens président de la République demain et que je n'ai pas des exigences pour donner de quoi nourrir leur auguste personne, les Togolais, alors là il y a fausseté. Il doit avoir une base de satisfaction pour les Togolais. L'école gratuite, on nous a dit ça. Moi j'y tiens toujours.
La santé gratuite, on nous l'avait dit, je veux voir ça. Et puis nous avons, quand nous parlons de l'école gratuite, c'est rien. L'enseignement, je vais dire, gratuit. Il y a une différence entre l'école gratuite et l'enseignement gratuit. Alors, donc il y a des choses que nous avons toujours parlé. Nous parlons toujours de ces genres de choses et c'est ce que nous avons comme portefeuille à discuter. On peut discuter de tout ça au cours d'un dialogue non, mais écoutez, dialogue de 2 semaines, si nous sommes compétents et que nous sommes sérieux, on peut discuter. On n'a pas besoin, après cette discussion, on les copte et on accepte, comme on a fait ce fameux document depuis 11 ans où je ne sais pas, qu'on n'a jamais satisfait, l'accord politique global, mais il suffirait de mettre ça dans le document et après, on peut maintenant envoyer ça à l'Assemblée nationale et travailler sur ça. Non, il y a des idées. Aller à une table de négociation, ce n'est pas seulement d'aller discuter de 2 choses ou d'aller discuter de 3 choses. Merci. Merci. Nous arrivons à la fin de cette émission. Oui, alors je pense que ce que moi je voulais dire à mes camarades, malgré tout le support que j'ai à mes camarades, au moins de faire une trêve d'au moins d'1 mois ou 1 mois et demi pour donner la chance aux Togolais. Aujourd'hui, nous sommes en période de fête. Est-ce que vous voyez? Nous sommes aujourd'hui au 17 du mois, milieu du mois de l'année, du mois de décembre. Les commerçants, des gens sont déjà fait des commandes depuis 6 mois pour satisfaire la période des fêtes. Mais aujourd'hui, nous risquons de mettre ces gens-là en faillite. Ça fait 1. Quand nous voulons faire tous quelque chose, il faut qu'on pense encore à nos populations, à nos frères. Nous demandons une trêve pour donner la chance aux enfants de manifester dans la joie, de fêter dans la joie la fête de Noël et la fête de Nouvel An. Oui. C'est très important pour des hommes politiques avisés. Oui, votre message est passé. Laurent Latey Dankou-Lawson, premier secrétaire du Parti social-démocrate du Togo, PSDT. Et nous arrivons donc à la fin de la première partie. La seconde sera consacrée aux racines historiques et intellectuelles de la servitude des Noirs. Pourquoi le noir est si malmené partout. En studio avec nous, il y aura Dr Foli Ekwe, il est historien politologue, et Magloire Kwakovi, philosophe. On se retrouve dans un instant pour la seconde partie.